Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le deuxième vendredi du mois à 17h45, est consacré aux dernières tendances au sein de l'industrie ETF. C'est un baromètre que nous propose Yomoni chaque mois et nous accueillons donc ce soir le nouveau visage de Yomoni, Olivier Malteste, le directeur des investissements de Yomoni, qui est avec nous en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est votre première pour ce rendez-vous. Vous prenez la succession d'Alexis Nac, que je salue au passage, avec qui on a initié ce rendez-vous, cet observatoire ETF qui a été lancé par Alexis et les équipes de Yomoni. Je crois qu'Alexis restera pas très loin de Yomoni, mais dans une logique plus entrepreneuriale. Exactement. Vous avez un parcours qui montre déjà une grande expertise au sein de l'industrie ETF notamment. Vous avez passé près de 15 ans chez Lyxor, puis Amundi depuis le rachat. Et donc, j'allais dire, vous êtes dans votre univers avec ce monde et cette industrie des ETF, Olivier. Pour attaquer le sujet, l'idée étant de faire chaque mois un peu le bilan des flux, déjà, qu'on a pu observer sur le mois de mars. Le mois de février avait marqué un petit trou d'air, je crois. Après un très très bon mois de janvier, on était parti avec 17 milliards et demi de souscriptions sur le mois de janvier, ce qui était quand même relativement important. Février, un trou d'air. Et en mars, en fait, on revient sur des niveaux d'une moyenne plutôt haute, avec environ 12 milliards de souscriptions sur les ETF en Europe, d'une manière générale. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que pour une fois, ce qui n'est pas le cas à chaque fois, toutes les classes d'actifs, en fait, ont connu des souscriptions. Très intéressant. Comment est-ce qu'on rentre un peu dans le détail de tout ça, justement, par classe d'actifs? Alors, par classe d'actifs, la première classe d'actifs, celle qui a le plus souscrit, c'est la classe actions. Malgré les tensions qu'on a pu connaître et un mois de mars qui était un petit peu nerveux, c'est quand même la classe d'actifs qui a le plus collecté, avec environ 50%, environ 6 milliards de collecte sur les ETF actions. Si on regarde un peu plus en matière géographique, alors il y a eu des rachats sur le Canada, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a eu quand même une rotation géographique. On a eu pas mal de ventes sur les actions européennes pour un retour sur les actions américaines. C'est vrai que le choc bancaire au niveau Crédit Suisse a fait craindre un petit peu sur les banques, et puis comme le marché européen, d'une manière générale, marchait très très bien depuis le début de l'année, il y a certainement eu des prises de profit. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, donc un retour sur les actions américaines, un retour aussi sur les actions émergentes qu'on a pu noter, avec une différence au niveau du cycle de toute façon. Et puis surtout aussi, de la même manière que sur la performance des marchés en tant que telle, une baisse de la value et vraiment un retour vraiment sur les valeurs cycliques, puisqu'on a vu qu'il y avait eu un réflexe sur les valeurs cycliques, et ça se voit aussi au niveau des flux, au niveau des ETF. Très clair. Le mois de mars a été marqué quand même par une baisse des taux suite aux différents chocs bancaires, qui a redonné un peu d'intérêt pour des styles, en tout cas, qui avaient beaucoup perdu, qui avaient beaucoup souffert. Avec la remontée des taux. Que s'est-il passé justement sur l'obligataire en tant que tel ? Sur l'obligataire, là, on a environ 4 milliards de souscriptions sur l'obligataire, ce qui est assez important pour le marché obligataire. Et là, vraiment, le mouvement, c'est une réduction du risque, parce qu'on a vraiment vu un mouvement de sortie des investissements, des obligations d'entreprise, que ce soit du investment grade ou de la high yield, et vraiment un retour vers les obligations d'État, donc moins risquées. L'idée, certainement, c'est que le différentiel de rémunération entre les deux est devenu quand même relativement serré, et avec une crainte que les banques un peu contractent l'offre de crédit, globalement, a fait se déplacer les investisseurs vers les investissements vraiment en obligations d'État, considérés comme étant moins risqués aussi dans ce mouvement-là. Et puis les produits matières premières également, aussi, collecte. Environ 1,5 milliard de collecte. Et là, essentiellement sur tout ce qui va être métaux précieux. Le pétrole a collecté aussi, tout ce qui est énergie, au sens large, a collecté aussi, mais dans des mesures un petit peu moindres. Et là, il y a certainement aussi un réflexe d'aversion un petit peu au risque durant le mois de mars, qui a fait que les matières premières, vraiment sur le côté métaux précieux, a collecté un peu plus. Oui, c'est ça, avec le phénomène de prise de profit. Mais ce que vous décrivez là, c'est quand même l'idée. Alors après, attention, les ETF, ça peut être aussi des outils très tactiques, d'exposition très rapide aussi dans des moments particuliers. Voilà. Mais il y a quand même l'idée, on est revenu à un truc un peu plus défensif, avec un peu plus de visibilité et de protection peut-être aussi dans les stratégies. Du côté des émetteurs, quels ont été peut-être les mouvements intéressants à signaler au cours du mois de mars? La BlackRock a publié, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient baissé en encours. Ils sont un peu éloignés des 10 trillions de dollars d'encours. Ils ont vu leurs encours baisser de
de quelques pourcents, je crois, il reste malgré tout leader. Alors sur le ETF, ils ont encore collecté pratiquement 8 milliards, donc 7 milliards à 7 milliards 8 pour être précis. Sur 12, hein, c'est ça, sur les... Oui, sur le mois de mars. Depuis le début de l'année, on a 19 milliards, ce qui est quand même 5 fois plus que le deuxième émetteur qui a collecté, qui est DWS. Donc l'écart est vraiment colossal. Ils sont vraiment loin devant. Et mois après mois, je ne vais pas vous surprendre, mais c'est encore une fois BlackRock qui collecte le plus. À noter en termes d'émetteurs, Amundi, qui avait fait un début d'année un petit peu compliqué et qui là revient avec 1,7 milliard de collecte et retrouve ce qu'on peut attendre d'un émetteur de la taille d'Amundi et des ambitions d'Amundi. Et là, vraiment, sur le mois de mars, c'est quand même 75% de sa collecte annuelle qui a été fait uniquement sur le mois de mars. Donc on voit vraiment un retour d'Amundi au niveau de la collecte. En termes d'émetteurs, alors c'est un peu anecdotique par rapport à ce qui s'est passé entre UBS et Crédit Suisse. Mais moi, je me suis amusé de regarder et la logique voudrait que de toute façon, UBS reprend aussi l'activité d'ETF de Crédit Suisse avec une gamme qui se complète bien, notamment en termes ESG avec des méthodes différentes. Donc on verra si les deux gammes seront conservées, parce qu'évidemment dans ces mouvements-là, on peut aussi vouloir rationaliser un petit peu les gammes. Mais ce qui est un petit peu amusant de regarder, c'est que si on fait à fin mars la somme des encours d'UBS et de Crédit Suisse, ça permettrait à UBS de gagner un rang en termes de classification, de se retrouver 4e et de dépasser juste Vanguard et de se retrouver donc du coup derrière BlackRock, Amundi et DWS et de se retrouver donc du coup de gagner un rang. Ça les met un peu plus dans la course. Je ne sais pas si ce sera une activité stratégique pour le nouvel ensemble. On verra parce que UBS et Crédit Suisse séparément n'étaient pas des gros émetteurs ou pourvoyeurs d'ETF. Il y a une certaine marge après, encore à franchir, mais bon, sur la course un petit peu avec Vanguard, ça pourrait les faire passer devant et donc relancer un petit peu. Oui, Vanguard étant quand même le pionnier historique des ETF, c'est pas rien comme marque dans l'industrie des ETF. Vous avez cité les ETF ESG. Au passage, en termes de collecte, là aussi, je crois que ça se confirme sur le mois de mars. Il y a quand même un gros coup d'arrêt pour la collecte des produits ESG en général dans l'industrie ETF. Et là, vraiment, tout ce qui est ETF ESG au sens large a collecté sur le mois de mars ça représente que 5% de la collecte totale. Et depuis l'observatoire est suivi au sein de l'ONI, c'est le plus bas. Ah oui. Donc on voit. Moi, j'avais en tête des proportions jusqu'à 30% parfois de la collecte par mois. Oui, il y a eu très très bonnes années. Et là, ce mois, c'est vraiment le pire mois entre guillemets. Donc un point fait pas une tendance. Donc non. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder, parce que ce qu'on a en tête, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement de fond quand même vers l'ESG, un mouvement aussi qui était favorisé par les performances jusqu'à fin 2021. 2022 a été très dur en termes de performance, puisque les secteurs défensifs, vraiment de la défense, et les secteurs aussi liés à l'énergie sont ceux qui ont le mieux performé en 2022. Donc nécessairement, toutes les stratégies ESG un petit peu en retrait par rapport, mais on ne fait pas que de la performance lorsqu'on investit en ESG. Et là, alors, il faut voir, il faut observer. Là, il y a un retrait. Nous, de la part de nos clients, on ne voit pas de retrait spécifique. Non, le stock. Oui, c'est ça. Oui. Et puis la volonté est toujours là. Mais c'est vrai que sur les flux, vraiment sur les ETF, c'est à noter, là, c'est uniquement 5% environ de la collecte qui est sur les supports ESG, ce qui est très très bas par rapport à ce qu'on... Est-ce qu'on le retrouve en matière de lancement de nouveaux produits d'ailleurs en quantité? Est-ce que le mois de mars a été un mois de lancement important, et est-ce qu'on continue de lancer quand même des ETF alignés sur les accords de Paris ou ESG au sens général? Alors on en voit, on voit un petit peu tout. Donc, sur la richesse un petit peu des lancements sur le mois de mars, on a 14 lancements sur le mois de mars, donc c'est plutôt une bonne moyenne. La moitié est faite par Amundi, donc vraiment une grosse activité en termes de lancement, certainement dans le cadre de la refonte de leur gamme aussi et des modifications un petit peu d'indices. Donc la moitié, 7 ETF lancés par Amundi. 2 ETF, je vous ai sélectionné 2 ETF un petit peu marquants en termes de recherche, un petit peu d'innovation. Donc un peu ESG par Fidelity, donc sur le côté obligataire. Fidelity a lancé un ETF obligataire, ce qui est relativement complexe, sur donc obligations souveraines, donc vraiment émis par les États et en recherche de réduction carbone, d'intensité carbone. Et c'est vrai que c'est assez ambitieux, parce que c'est toujours très compliqué lorsqu'on essaie de noter des États en termes d'émissions. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on considère? C'est quand même plus facile sur les entreprises que sur des États. Mais en tout cas, une démarche à saluer de la part de Fidelity, qui a lancé cet ETF obligataire. Et là, pas du tout ESG, mais je trouve ça assez amusant côté Vanek, qui fait vraiment toujours des ETF vraiment très thématiques, très spécifiques, et avec un ETF là sur actions cette fois-ci, et sur la défense. Donc la défense au sens large, donc à la fois militaire et également la cybersécurité. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment,
c'est des thèmes qui sont géopolitiques qui, depuis l'année dernière, sont revenus vraiment au devant du tableau. Mais lancer un ETF, ça demande quand même un investissement en termes de recherche et donc ça signifie quand même que pour Vaneck, ces thèmes-là, malheureusement, sont loin de disparaître dans les prochains mois. Ils ambitionnent que c'est un nouveau thème qui va redevenir important sur le... Certains dans l'univers ESG estiment que si la défense n'est pas ESG, effectivement, c'est un secteur historiquement exclu. Oui. Les événements des derniers mois, trimestres, années montrent que c'est peut-être un thème, la stabilité quand même géopolitique, quelque chose qui mérite peut-être aussi d'être regardé de manière un peu différente par les investisseurs. Bon, voilà pour ce tour d'horizon, effectivement, des tendances au sein de l'industrie. Qu'en est-il du positionnement et de la stratégie que vous déployez en ce moment chez Yomoni pour le compte de vos clients, Olivier? Oui, alors sur la stratégie, sur le positionnement, on était un petit peu offensif en termes d'action. Enfin, offensif, c'est un peu exagéré, mais on était plutôt surpondéré. Voilà, constructif, voilà, c'est vous le cherchez ainsi qu'à voir. On était plutôt constructif, donc avec une allocation légèrement surpondérée en action. On maintient cette surpondération. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pendant le mois de mars, qui était quand même un événement très important, notamment des craintes bancaires, aurait pu être interprété de deux manières. La première, ça aurait été de se dire que avec la violence de hausse des taux qu'on avait vu, on commençait vraiment à avoir des signaux qui se passait quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ça aurait été vraiment très négatif. Et la deuxième, c'était de voir ça de manière positive sur la réaction des banques centrales et sur le fait qu'ils étaient capables d'être flexibles et qu'ils faisaient ce qu'il fallait au bon moment. Et c'est vraiment cette deuxième approche qui a été prise, puisque au final, le mois de mars finit en positif sur les actions. Donc vraiment, le marché est très optimiste, très conciliant. Et donc, on suit ce mouvement-là. Donc, on maintient cette position. On avait également une position à pari tactique sur les technologiques, les valeurs technologiques qui a bien marché, on le conserve. Et on a bougé un petit peu sur les actions, on rajoute un petit peu d'émergents, puisqu'on pense qu'on a une vue plutôt baissière sur le dollar. Bien sûr. Voilà, comme beaucoup, comme beaucoup sur la place, mais voilà, on pense que et donc ça a tendance. C'est plutôt un vent porteur, effectivement, pour les émergents. Plutôt porteur pour les marchés émergents. Donc, on introduit un petit peu de marché émergent. Sur le côté action, côté taux, nous aussi, on a fait un petit peu comme les ETF. Au global, on a réduit la part en obligations émises par les entreprises avec cette idée que les banques pourraient être un peu plus prudentes sur le crédit et ça pourrait pénaliser un petit peu les obligations d'entreprise. Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltès qui était avec nous pour poursuivre évidemment ce rendez-vous mensuel qui nous permet de décrypter les tendances mensuelles au sein de l'industrie des ETF avec Yomoni. Olivier Maltès, directeur des investissements de Yomoni, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.